la stigmatisation de certaines thèses, considérées comme étant complotistes ou extravagantes, aurait atteint son pic. L'humanité, quand bien même confinée dans un coin de brouillard, s'attelle progressivement à lever un voile tenace, soudé par une doxa millénaire en voie d'extinction. Les zététiciens, bras armés de l'État et inquisiteurs contemporains, n'arriveront plus à tenir les foules qu'à travers des arguments fallacieux, car oui, la science s'émancipe et ose enfin briser les barrières du scientisme. Philippe Guillemont, physicien hors pair, vient nous parler de cette vérité avec un grand V, en nous rassurant sur le fait qu'elle ne pourra souffrir de la censure qu'un certain temps. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, le portail des rendez-vous quantiques et holistiques. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui un ovni dans le paysage scientifique francophone. Il est parmi les seuls à oser aller à contre-courant des dogmes liés à ce qu'on appelle vulgairement le scientisme, nous retranchant dans une vision cartésienne et purement matérielle de la vie. Cette même vision conventionnelle associée à une bien-pensance imposée pose problème à divers égards. Nous verrons bien entendu pourquoi et comment. Le plus important étant, en amont, de rappeler à qui nous avons affaire. Notre invité n'est pas un simple contestataire lambda, mais bel et bien un scientifique reconnu. Ingénieur physicien, diplômé de l'École centrale de Paris, de l'Institut de physique du globe et d'un doctorat en physique du rayonnement, habilité à diriger des recherches, ingénieur hors classe au CNRS, à l'initiative d'entreprises sous licence de celui-ci et bien entendu auteur et conférencier, à l'origine de plusieurs ouvrages exceptionnels tels que La route du temps, La physique du futur lumineux et Le grand virage de l'humanité. Il vient aujourd'hui répondre à nos questions et nous le remercions de tout cœur pour cela. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de notre chère amie Tamara Bihuman, co-animatrice du podcast. Bonjour Tamara. Super ravie et allez, on peut vous le dire, on a un petit peu bataillé pour cette interview, pour avoir Philippe. On est vraiment très très ravis de te recevoir. Merci beaucoup. Ouais, ça faisait un petit bout de temps qu'on attendait ta présence, Philippe, sur notre antenne, c'est vrai. Aujourd'hui, l'émission va être explosive. Alors Tamara, j'aimerais qu'on fasse un petit préambule afin de répondre à ceux qui s'affolent en nous envoyant des messages à la vue des travaux d'un zététicien qui, pour moi, illustre à merveille cette chasse aux sorcières 2.0, initiée à l'égard de ceux qui osent sortir des sentiers battus. Il a tout bonnement mis en œuvre un travail d'infiltration de longue haleine afin de détruire l'image déjà largement entachée, on peut le dire, du symposium Exovision que nous avions eu la chance de couvrir exclusivement. Nous ne l'avons pas reconnu. Nous pensions qu'il était présent en tant que soutien audiovisuel et non en tant que journaliste accrédité. Et nous lui avions même accordé un espace sur le générique en fin de reportage pour le remercier des rushs qu'il nous avait fournis avec son drone. Tamara, est-ce que tu te rappelles de ce petit personnage grimé à l'occasion lors de notre arrivée en backstage dès le premier jour ? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Et puis, oui, on s'est fait avoir. On s'attend pas à des méthodes fourbes à ce point. On s'attend pas à ce que des gens puissent s'enorgueillir de tromper, de trahir, de mentir. Donc, c'est toujours assez surprenant, effectivement. Il va bientôt avoir 1 million de vues, j'imagine. Ce qui vient, bien entendu, entacher grandement ce symposium. Et ce qui est en lien aussi également avec le sujet d'aujourd'hui. Philippe, le but de cette rencontre n'est pas de cliver davantage ou d'alimenter une quelconque scission ayant déjà lieu entre deux écoles de pensée, mais plutôt de mettre en lumière les incohérences et distorsions constatées avec ce que cela engendre par la suite. On va commencer en restant raccord avec cet argument clé que les médias de grand chemin ont répété à tue-tête afin de justifier le côté sectaire du symposium Exovision ayant lieu. Ils pratiquent le love bombing. C'était un peu ou prou le seul argument récurrent que BFM, CNews, TF1, consorts chantaient au diapason afin de décrire cette rencontre. En d'autres termes, les amis, la profusion et le partage d'amour, c'est louche. D'autant plus qu'ils font payer les places et ça doit forcément être sectaire. Philippe, tu as toi-même énoncé récemment lors d'une conférence une phrase qui, chez moi, vient tirer une sonnette d'alarme. Je te cite: « Les esprits rationnels n'aiment pas qu'on argumente avec le mot amour parce que pour eux, il ne s'agit que d'un simple signal biochimique. » N'est-ce pas là le cœur, le moteur, l'essence même des mots que toute l'humanité rencontre à ce jour ? On peut le résumer comme ça. On peut le résumer comme ça parce que l'amour est lié aux émotions et les émotions sont considérées comme liées à la chimie du cerveau, et alors qu'on est face à
en réalité quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie fondamentale de l'univers. Donc on est aux antipodes là. Et tu compares souvent l'amour à l'espace et au temps. Alors, c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux creuser un petit peu cette notion-là aussi avec nous? Je venais de résumer l'affaire. C'est-à-dire que la conscience, à mon sens, doit faire son entrée en physique pour permettre de résoudre les problèmes fondamentaux de la physique actuelle. La physique est en crise. Et la solution pour résoudre cette crise, à mon sens, c'est effectivement d'introduire la conscience en physique, c'est-à-dire, en fait, d'introduire l'influence du réel sous-jacent au réel. Et qu'est-ce que c'est que le réel sous-jacent au réel? C'est ce que les physiciens appellent le vide, et dont ils reconnaissent aujourd'hui à la fois le fait qu'il est non vide, mais plein d'informations, et en même temps, et de plus en plus, le fait qu'il est en mesure d'agir sur le réel. Donc on est là face à un changement complet de paradigme où la conscience, alors la conscience en général, je parle de la conscience des êtres vivants, a une action sur le réel et façonne même le réel étant entendu comme l'espace-temps, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les lignes de temps qui forment le réel depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Je rebondirais sur ce que tu disais avec un de tes travaux que tu t'appliques à mettre en avant. C'est pas le mental qui est en train de créer, mais c'est bien l'immatériel, donc le vibratoire. Oui. Sur ces concepts-là, du coup, est-ce que tu peux nous aider à appréhender un petit peu mieux, un petit peu plus en détail, la notion de création et la notion d'immatériel? Les physiciens parlent d'espace-temps. L'espace-temps, selon Einstein, c'est ce qu'on appelle l'univers bloc. L'univers bloc, c'est tout le réel que l'on peut vivre, apercevoir dans le temps présent, mais ceci incluant tous les instants du temps depuis l'aube de l'éternité jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que si on représente l'univers comme une sphère, une hypersphère, c'est plutôt une hypersphère parce qu'on n'en voit pas les frontières, et que l'on se représente le temps comme une quatrième dimension, enlevons une dimension à l'espace, ça nous permet de remplacer cette sphère par un cercle, par un disque, et à ce moment-là, on se représente l'espace-temps comme un cylindre, c'est-à-dire chaque disque, chaque coupe de ce cylindre représente le réel, l'univers tel que nous le percevons, et vous rajoutez à cela toute l'étendue des instants, c'est-à-dire tout ce qui forme le cylindre en question, c'est ça l'espace-temps, c'est ça l'univers. Et la conscience, là-dedans, on peut la considérer comme le vide qui entoure ce cylindre, cet espace-temps, et qui en même temps le façonne, c'est-à-dire que ce cylindre serait donc flexible, et cette flexibilité serait due à l'action de la conscience, c'est-à-dire l'action du vide sur le réel. On va en profiter encore une fois pour faire face à la critique, parce que notre bon vieux troll zététicien, lors de sa pseudo-immersion, a mis en exergue le fait que les intervenants du symposium étaient tout bonnement farfelus, car ils parlaient d'ondes scalaires, et que bien entendu, aux yeux de la science, celles-ci n'existent pas. Alors quid de ces ondes, justement, qui me font passer à ce dont tu parlais, qui sont en forme de spirale, si je ne m'abuse, légende ou réalité? Alors, au nom de la science occidentale, les ondes scalaires n'existent pas. En tout cas, les modèles mathématiques qui correspondent aux ondes scalaires, je pense aux équations de Chipov, aux équations du vide qui introduisent des dimensions supplémentaires pour décrire notamment les ondes de torsion. Donc, selon la science occidentale et selon d'ailleurs des physiciens que je respecte, ou plutôt même des mathématiciens, ces équations sont fausses. C'est un fait, en tout cas c'est une affirmation qui doit être respectée. Ça ne veut pas dire que les ondes de torsion ou les ondes scalaires n'existent pas. Je pense que les ondes scalaires d'ailleurs sont mal nommées. Moi je préfère parler d'ondes de torsion. Alors justement, je vous parlais d'un espace-temps flexible que visuellement on peut se représenter sous la forme la plus simple par un cylindre flexible. Qu'est-ce qui pourrait modifier la forme de ce cylindre et par conséquent modifier les lignes de temps qui sont décrites par ce cylindre? Eh bien, ce serait l'action du vide sur ce cylindre, c'est-à-dire sur la forme de ce cylindre, et ça se traduirait par le fait que ce cylindre serait en vibration. Pour que le public comprenne mieux, j'aime bien utiliser la métaphore de l'océan sur lequel
soit à l'intérieur duquel serait plongé, soit, encore plus facile à imaginer, un cylindre flexible qui flotterait à la surface d'un océan. On imagine bien les vagues de cet océan, qui pourraient correspondre à la totalité de toutes les vibrations qui les forment, donc toutes les vibrations du vide qui les forment. Et dans ce cas-là, on imagine bien le fait qu'il serait nécessaire que la science arrive à décrire un jour les vibrations de ce cylindre. Or, les vibrations de ce cylindre ne peuvent pas être décrites dans le temps ordinaire. C'est-à-dire que si on essaye de décrire les choses dans le temps ordinaire, on va continuer de décrire un cylindre bloc complètement gelé, complètement rigide. C'est-à-dire que les ondes que l'on va décrire, qui on va dire modifient, enfin c'est pas tellement le terme, qui impactent la surface de ce cylindre lui-même, apparaîtraient comme de la tôle ondulée. C'est-à-dire que ce seraient des ondes qui, étant décrites dans le temps ordinaire, puisque le cylindre lui-même est décrit dans le temps ordinaire, ferait partie intégrante de la structure de ce cylindre, et par conséquent, toutes les ondes en général qui sont décrites par la physique ne peuvent être représentées que comme des ondulations de la tôle ondulée à la surface de ce cylindre, et en aucun cas elles ne pourraient le faire évoluer. Si on veut faire évoluer ce cylindre, si on veut le faire bouger, si on veut décrire l'action de l'océan du vide sur ce cylindre, c'est-à-dire sur l'espace-temps, il faut faire appel à un autre type d'onde qui devrait impliquer une description hors du temps ou, en tout cas, faisant intervenir des temps additionnels. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut décrire les vibrations de quelque chose qui est déjà décrit dans le temps ordinaire et qui est figé à cause de ça, on est obligé de faire appel à une seconde dimension de temps, à tout le moins, pour décrire ce nouveau type d'onde hors du temps. Et les ondes de torsion, ce qu'on appelle les ondes de torsion, qui ont été plus ou moins vulgarisées mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des ondes de type électromagnétique, alors que là on parle d'ondes gravifiques. Alors effectivement, il y a un couplage entre les deux, mais bon, il vaut mieux pas rentrer dans ces détails. On aurait besoin d'ondes hors du temps, c'est-à-dire décrites autrement que par les équations actuelles, sous-entendu les équations impliquent l'usage du temps, pour pouvoir être acceptées par la physique. Autrement dit, la physique a besoin d'un temps additionnel au moins pour décrire ce nouveau type d'onde. Ouais, les calculs sont totalement biaisés, mais il y avait bien un homme à l'époque déjà qui s'appelait Nikola Tesla, qui parlait des neutrinos. Donc ces particules élémentaires capables de traverser la Terre sans déviation significative. Il y a eu d'autres études aussi également, peut-être sur lesquelles tu t'es inspiré, peut-être, pour prouver l'existence de ces ondes scalaires. Ah, moi, j'ai jamais cherché à prouver l'existence des ondes scalaires. Je dis simplement que l'existence des ondes de torsion, parce que les ondes de torsion, on peut les concevoir à travers la physique actuelle, ne peut se décrire qu'en faisant appel à un temps additionnel, c'est-à-dire à de nouvelles dimensions du temps. C'est tout ce que je dis. J'ai jamais cherché à en prouver l'existence autrement qu'en disant qu'il est nécessaire de décrire l'évolution de l'espace-temps hors du temps. Alors, tu as fait une conférence récemment juste sur l'espace et sur le temps et tu citais une anagramme saisissante. Le boson scalaire de Higgs correspond à l'horloge des anges ici-bas. Et ça nous parle. Oui, parce que le boson scalaire de Higgs nous apporte la preuve que le vide interagit avec la réalité, puisque le boson scalaire, c'est une particule qui tient sa masse à l'action du vide, c'est-à-dire que la masse apparaît non pas comme quelque chose qui est réel pour ce qui concerne les bosons en tout cas, mais comme quelque chose qui est le résultat de, on va dire, la résistance du vide au mouvement de la particule. Higgs lui-même emploie la métaphore de la neige qui est considérée non pas comme de la matière, mais comme quelque chose qui prétend à la matérialité, c'est-à-dire qui correspond aux particules virtuelles. Et donc ces particules virtuelles qui prétendent à la matérialité, tout comme la neige prétend à la solidité, agiraient sur le réel et conféreraient la masse de certaines particules comme les bosons. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vide agit sur le réel. Or, comme on ne peut pas concevoir l'action du vide, comme je viens de vous l'expliquer, l'action du vide sur le réel, dans le temps ordinaire,
puisque dans le temps ordinaire, les équations ne font que décrire un monde qui est gelé, un espace-temps qui est gelé. Ça résonne avec l'idée qu'il faut un temps supplémentaire et que donc l'horloge des anges ici-bas, c'est justement l'horloge qui correspond à ce temps supplémentaire dont la physique aurait besoin. Et d'ailleurs, on est là sur de la physique avancée qui est tout à fait anticipée, imaginée par les plus grands physiciens et notamment l'école scientifique française, l'élite scientifique française a parfaitement bien compris cette nécessité de raisonner dans un autre temps. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont introduit, c'est via Étienne Klein que cet anagramme a été introduit, donc avec l'horloge des anges ici-bas. Et Alain Cohn a repris. Enfin, je ne connais pas exactement l'histoire, mais en tout cas, Alain Cohn reprend quelque chose d'analogue en parlant de ce qu'il appelle le tic-tac de l'horloge divine. C'est-à-dire qu'il dit lui-même qu'on ne doit pas raisonner dans le temps ordinaire, mais qu'on doit raisonner dans un autre temps, qui est le véritable temps dans lequel l'évolution réelle a lieu. Oui. Et tu nous renvoies vers ce principe de quasi-simulation. C'est ça qui est intéressant, on est dans une sorte de Truman Show, et encore que pas vraiment. Tu émets des nuances par rapport à ça, mais ça nous fait penser que la réalité est autre part. Oui, les physiciens décrivent finalement la réalité comme une matrice, puisqu'ils la décrivent comme un espace-temps que l'on peut en première approximation assimiler à l'univers bloc d'Einstein, qui est exactement la même chose qu'une matrice. Qu'est-ce que ce serait qu'une matrice? Ce serait comme un ensemble d'informations numériques qui nous impose tout le réel que nous avons à vivre. D'accord? C'est-à-dire, nous sommes incarnés dans une matrice, ça veut dire que nous avons choisi d'intégrer le film de notre réalité. Et c'est ainsi que Einstein décrit, enfin, dans des mots un petit peu plus modernes, l'univers bloc. Donc il n'est pas du tout faux, c'est tout à fait correct d'employer le mot matrice pour décrire la réalité dépeinte par les physiciens. La réalité matérialiste. La réalité matérialiste, puisque effectivement, le fait de geler cette réalité, c'est-à-dire d'empêcher que cette réalité puisse être modifiée hors du temps, provient d'une vision matérialiste. Pourquoi ? Alors j'explique ça. On a introduit en physique le concept de multivers, c'est-à-dire on a rendu possible le fait qu'il pourrait exister une myriade d'univers blocs, une myriade de façons de vivre notre vie. Rapportons ça à l'humain, rapportons ça à ce qui nous intéresse, nous humains. Les physiciens découvrent le fait qu'il existe des myriades de possibilités de vivre notre vie, c'est-à-dire des myriades de matrices différentes. Lorsqu'on est matérialiste, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que, on vit quand même dans une matrice parce que toutes les autres matrices, elles sont situées au-delà de l'horizon de notre univers, c'est-à-dire que la matrice la plus voisine serait au minimum à 15 milliards d'années-lumière. Et on en arrive à la conception des univers bulles, c'est-à-dire à tous ces univers disjoints, une quantité infinie ou quasi infinie. Ils font allusion aux exoplanètes quand ils parlent de ces matrices extérieures? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ils font allusion à l'univers dans sa globalité, depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps. Tout ça considéré comme formant une bulle, et ils visualisent les myriades de bulles accolées les unes aux autres. On trouve ça sur Internet. Vous trouverez des représentations de ce type de multivers sur Internet. Et donc, ce sont les matérialistes, c'est le matérialisme qui nous invite à considérer notre réalité comme une matrice, sachant que l'existence de multivers impliquera qu'il existerait des myriades d'autres matrices, c'est tout. J'aimerais qu'on précise, puisqu'on est dans ce sujet-là, la notion de réalité holographique, donc faite d'informations et de fréquences, de vibrations. Mais pour la partie holographique, est-ce que c'est une erreur? Mais pour moi, ça induit du coup la lumière, les photons, etc. Et j'aimerais t'entendre sur le etc. Il y a l'holographie telle qu'on la connaît. On est capable de fabriquer des hologrammes en partant de surfaces qui contiennent de l'information, et à l'aide de jeux de lumière, on est capable de reconstituer un volume grâce à la lumière qui pénètre toutes ces surfaces et qui converge vers la zone où on a l'impression de voir le volume. Ça, c'est ce qu'on appelle un hologramme. En physique, le principe holographique a été invoqué parce que on a remarqué au niveau des équations, on a remarqué purement mathématiquement,
la possibilité qu'un modèle qui décrit la réalité sur une surface horizon de notre univers, comme la surface horizon d'un trou noir par exemple, peut être équivalent, ou même est équivalent, dans certains cas, à un modèle qui décrit la réalité, mais qui part de cet horizon pour former tout le volume au-delà de cet horizon, c'est-à-dire, je parle de la réalité en volume, au-delà de l'horizon des trous noirs, par exemple. Et donc là, on a deux modèles différents. Un modèle qui décrit la réalité sur une surface sans faire appel à la gravité, et en 4 dimensions, enfin plus exactement 5, je crois. Et un modèle qui décrit la réalité en volume au-delà de cet horizon, en rajoutant des dimensions supplémentaires et en parlant de la gravité. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit qu'un modèle qui décrit notre réalité en surface est équivalent à un modèle qui décrit notre réalité en volume, mais en faisant émerger la gravité et, cerise sur le gâteau, les dimensions vibratoires dont finalement on a besoin pour décrire la réalité en faisant intervenir la conscience, ce qui est ma thèse. Voilà d'où ça vient. Et du coup, alors pour recoller avec ce que je viens de dire, on n'a plus besoin de faire appel à la théorie de la simulation pour décrire la matrice de notre réalité, puisqu'il ne s'agirait pas d'une simulation, mais qu'il s'agirait d'une reconstruction holographique. Une projection ? Une projection holographique, voilà. Il s'agirait d'une projection holographique qui serait faite par la conscience, c'est-à-dire que la conscience serait de nature holographique. C'est-à-dire la conscience serait le moyen par lequel un univers fait d'informations qui pourrait même être caractérisé sur une surface se transformerait en ce que nous vivons réellement, voilà, sous la forme d'un espace à l'intérieur duquel se trouveraient des objets, avec en plus donc la gravité et les dimensions vibratoires de la réalité. Mais c'est marrant, Philippe, parce que ça vient corroborer les principes d'incarnation qu'on traite et qu'on traitera dans une émission spéciale avec Cyril de l'Arche du Savoir cet été. Et lui, il nous parle de fragmentation de la lumière. Alors, c'est une traduction très scientifique que tu viens nous apporter. Certains ne comprendront pas, on vous invite à aller voir la série cet été. Mais pour nous, ça nous parle. Et je voulais aussi, on va pas faire l'impasse sur tes réticences en premier lieu à venir nous voir, car confronté, comme nous, à la vindicte de certains, tu es tout ce qu'il y a de plus précautionneux lorsqu'il s'agit d'employer des termes spécifiques et on te comprend. Nous sommes, comme tu le sais, à l'origine d'une plateforme de référencement de praticiens dits holistiques. Alors, jusqu'ici, tout va bien, mais pas que. De praticiens dits également quantiques. Et c'est là que le bas blesse. Force est de constater que cette notion est trop souvent considérée comme étant avant-gardiste pour certains ou largement biaisée et assimilée à un fourre-tout pour d'autres. De quel côté te situes-tu par rapport à cela et peux-tu par ailleurs nous expliquer ta définition personnelle du mot quantique ? Ah voilà, alors bon... Grande question, vaste question. Oui, il y a un fourre-tout là, c'est sûr, mais... Bon... Le quantique a donné lieu à plein d'amalgames et on comprendra pourquoi, puisque le quantique, ce mot a été tellement galvaudé, transformé, et aujourd'hui on peut même plus le rendre à son sens originel, qui est simplement le fait de quantifier l'information qui correspond à la matière. Bon. Même en physique, le quantique a perdu de son sens, puisque au départ, la mécanique quantique s'est construite par rapport au fait qu'on a découvert que, au niveau du rayonnement, les photons étaient des particules d'énergie dont l'énergie était quantifiée avec la constante H, et c'est devenu, avec le problème de la mesure en physique, avec l'expérience de Ford de Young et puis tout le reste, la découverte de l'intrication, etc., c'est devenu quelque chose qui ne devrait même plus être appelé par le qualificatif de quantique. Mais le mot quantique est resté comme c'est un peu une faiblesse finalement de la part de la physique, parce qu'on n'a pas su pendant longtemps interpréter le quantique, donc on a conservé ce mot-là pour décrire une réalité physique qui contient bien d'autres aspects beaucoup plus intéressants que la quantification de la matière ou de l'énergie. Donc le quantique ne correspond plus ni en physique ni dans le grand public à ce qu'il était à l'origine. Donc il n'est pas étonnant que ce mot qui a pris ses libertés, on pourrait dire, soit utilisé un peu à tort et à travers
Mais quand je dis à tort et à travers, c'est aussi peut-être à juste titre. C'est-à-dire que je ne veux pas nier la possibilité que en médecine quantique apparaissent ça et là des appareillages qui seraient possiblement scientifiquement fondés, ou soit pour la science des Russes telle qu'il nous la publie aujourd'hui, et je ne sais pas l'évaluer, soit pour une science occidentale future qui finirait par reconnaître les travaux des Russes qui sont à l'origine de ces descriptions-là. En tout cas, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la science n'est pas en mesure de dire en la matière ceci est juste, ceci c'est n'importe quoi, etc. Bon, ben, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est pas là un petit peu ta définition du mot quantique? Tu parles de multiplicité des potentiels. Mais ça n'a rien à voir. Le fait que l'on utilise le mot quantique pour dire que la matière ou l'énergie se décompose en grains indivisibles n'a rien à voir avec le fait que il existe un multivers de potentialités, ou en tout cas, le lien est très indirect. Il vaut mieux revenir à la notion de vibration, à la notion d'onde. Si en physique, on a découvert des choses qui sont extraordinaires, c'est pas tant parce qu'on a quantifié l'énergie que parce qu'on s'est aperçu que l'observation, l'observateur, la mesure, réduisait une multiplicité de potentiels que l'on décrit de manière ondulatoire en une réalité physique que l'on décrit de manière concrète et substantielle par de la mesure, avec une seule possibilité de réel à la clé. C'est quand même important, parce que c'est ça l'essentiel de la quantique. L'essentiel de la quantique se résume dans le problème de la mesure. Le problème de la mesure, c'est le fait qu'on a observé que lorsqu'on fait une mesure sur un appareillage quantique, l'état de la particule que l'on observe ou sa trajectoire ne sont déterminés qu'après la mesure. Et ça ne vient pas du fait qu'on ignorait l'état avant de la mesurer, parce que ça vient du fait que cet état avant de le mesurer n'existait pas, qu'il n'était pas défini. C'est-à-dire que la mesure influe sur le réel en déterminant quelque chose qui n'était pas déterminé avant la mesure. Ce qui a fait dire à des grands physiciens eux-mêmes, ce qui est contesté aujourd'hui, mais partiellement, ce qui a fait dire que la conscience agissait sur la manifestation du réel. Ce qui est faux, stricto sensu. Je ne pense pas moi-même que la conscience d'un observateur détermine le résultat de la mesure qu'il est en train de faire. Le fait qu'il observe, c'est-à-dire le fait qu'il, via son cerveau, il y ait une perception de ce qui est mesuré, détermine le fait que cela devient unique. De là à dire que c'est la conscience qui a choisi le résultat, là, il y a un pas qui est franchi et qui est incorrect. Qui est probable, peut-être ? Non, la réalité est plus complexe que ça. Il faut tenir compte du fait que le futur est déjà réalisé et que par conséquent, c'est dans ce qui se passe dans le futur qu'il faut aller voir la réalité de ce qu'on observe dans le présent. C'est-à-dire qu'il existe une multiplicité de futurs possibles. Et le fait d'observer fait qu'on n'observe qu'une seule réalité. Ça veut dire que cette réalité, elle a été sélectionnée dans toute sa ligne de temps. Et donc, si on veut comprendre pourquoi c'est elle qui a été sélectionnée et non pas une autre, eh ben, c'est pas dans le temps présent qu'il faut aller chercher la réponse. C'est dans ce qui a fait que cette ligne de temps a été sélectionnée. Et là où les choses sont malléables, c'est pas dans le présent. Là où les choses sont malléables, c'est dans le futur. Et donc, si, par contre, la conscience peut avoir une prise sur le futur, c'est là qu'il faut aller chercher l'influence éventuelle de la conscience sur le résultat de la mesure. Mais en tout cas, la conscience n'influe pas sur le fait que la réalité multiple se transforme en réalité unique. Ça, on peut considérer que c'est le cerveau. C'est-à-dire que
Et là, je vais essayer de bien vous expliquer le truc parce que c'est un point fondamental qui permet justement de différencier la conscience et le cerveau. Tout se passe comme si nous étions embarqués dans une réalité qui est unique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans une réalité collective. C'est-à-dire que, imaginons que d'habitude, hors du temps, on soit tous capables de vivre dans notre propre réalité. Lorsqu'on s'embarque dans notre réalité, celle que nous vivons là, sur la planète, lorsqu'on s'y incarne, si vous préférez, c'est par le biais de notre cerveau que apparaît la contrainte du collectif qui fait que nous vivons tous la même réalité. C'est pas la conscience qui fait ça, c'est le cerveau. Il y a un physicien français qui s'appelle Hervé Zwirn, qui est une pointure, hein, c'est un technicien qui enseigne à Normal Sup, qui propose cette idée-là. Il propose, et je suis d'accord avec lui, il propose l'idée que ce n'est pas directement la conscience, hein, mais c'est le cerveau qui fait que nous sommes câblés tous ensemble, tout notre collectif de conscience, y compris les animaux, peut-être les plantes, tout ça. Nous sommes tous conditionnés à vivre dans une seule et même réalité. C'est-à-dire que la matière qu'est le cerveau, cette matérialité, est ce qui permet à un collectif de créer une réalité et une seule. C'est ce qui va permettre d'ailleurs de s'associer pour faire de grandes choses. Parce que si tout le monde faisait tout ce qui lui plaît, chacun à sa tête, on ne pourrait jamais s'associer pour faire de grandes choses. Le fait qu'il y ait cette contrainte par l'intermédiaire des cerveaux, par l'intermédiaire de l'incarnation, si vous préférez, matérielle, c'est aussi une contrainte qui nous permet d'être dans une réalité où nous fabriquons tous la même matrice. Je voudrais juste reformuler, voir si j'ai bien compris, d'accord, pour aider aussi les auditeurs. Donc, le cerveau a besoin de délimiter les contours. Ça, on le sait. Hein. Donc, cette notion de réalité unique vient du fait qu'on met en commun tous nos cerveaux, là où la conscience, elle, n'est pas conditionnée, parce que tu as utilisé ce verbe quand même de conditionnement. Alors, on met en commun toutes nos consciences grâce au cerveau. Ce qu'on appelle le cerveau global. Hein. Oui. Alors, j'aimerais juste pousser un tout petit peu plus. Est-ce que c'est ce qui nous donne l'illusion d'une réalité commune ? C'est ce qui nous donne l'illusion d'une réalité commune, mais on n'est pas obligé d'employer le terme illusion, puisque on ne peut pas mieux définir le réel que nous partageons tous ensemble que de cette manière. C'est une matrice. Si on considère que la matrice est une illusion, d'accord. On entend souvent dire que le cerveau est bridé à 10%. Quid d'un débridage éventuel? Si on arrivait à 100%, que deviendrait cette fameuse matrice? En fait, quand on parle de cerveau débridé, on devrait plutôt parler de cerveau qui laisse passer les propriétés de la conscience. C'est-à-dire que les propriétés extraordinaires ne viennent pas du cerveau. C'est comme le mythe de l'intelligence artificielle qui en réalité n'est pas intelligente. Il y a le mythe du cerveau qui en réalité n'a pas toutes les facultés qu'on lui attribue, puisque les facultés extraordinaires du cerveau, par exemple la vision à distance, ne peuvent pas être attribuées au cerveau. La quasi-totalité des facultés extraordinaires qu'on a envie d'attribuer au cerveau ne viennent pas du cerveau, mais viennent de la conscience. Il y a une différence fondamentale entre le cerveau et la conscience. Le cerveau est un véhicule. Il ne faut pas confondre le véhicule avec le conducteur du véhicule. Le débridage du véhicule est dû au fait que il y a un conducteur du véhicule qui se permet de faire n'importe quoi avec son véhicule. Alors, tu parles aussi, on en parlait un petit peu en amont, tu parles énormément de l'existence de ces fameuses lignes temporelles et de notre aptitude à pouvoir les modifier à tout moment. Selon tes études, le futur serait donc à la fois déjà établi et néanmoins malléable. D'un point de vue personnel et pourquoi pas scientifique, arrives-tu à corréler cela avec ce qu'on appelle le destin, les chemins de vie ou les principes de réincarnation, sans parler même du libre arbitre? 4 questions en une. Ouais, vaste question. Ouais. Vous avez 10 minutes. Bon, j'ai déjà brossé tout ça. Hein. En parlant de lignes temporelles, de matrices, de l'espace-temps, etc. C'est-à-dire qu'en première approximation, on vit dans une réalité, dans une matrice où nous avons tous un destin. OK ? Voilà. La question étant de savoir si on peut modifier ce destin.
Oui. Et donc, moi, ce que j'enseigne depuis 15 ans, ce que j'écris dans mes livres, dans mes conférences, etc., et que, évidemment, on peut modifier ce destin parce que nos lignes temporelles, donc une ligne temporelle, c'est quoi? Une ligne temporelle, c'est un parcours à l'intérieur de la matrice. Et donc, si la matrice ne bouge pas, le parcours non plus, il bouge pas. Parce que si on est tout seul à bouger son parcours, on peut pas, parce que pour modifier son parcours, il faut avoir une influence sur le parcours des autres. Et donc, voilà, il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Mais on est dans le Ok. film L'Agence, là. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Oui, on est dans le film L'Agence. Et là, le film L'Agence, non seulement je l'ai vu, mais j'ai vu 3 fois. Et je le conseille comme excellente métaphore du réel. C'est le film de science-fiction le meilleur, le plus exact pour nous faire comprendre la nature de la réalité. Le film de L'Agence utilise lui-même l'image du GPS que j'utilisais moi-même d'ailleurs, enfin, que j'utilise moi-même pour décrire la façon dont les lignes de temps peuvent se modifier. Et donc tu disais initialement qu'on ne pouvait pas forcément les modifier, en tout cas ça pourrait bouleverser les lignes temporelles d'autres personnes, mais alors du coup on peut le modifier notre destin? On peut modifier notre destin parce que l'univers est flexible, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre pour non seulement modifier notre destin, bon, à loisir, mais même petit à petit influer sur le destin des autres. C'est justement ça l'action du vide sur le réel, l'action globale du vide sur le réel, donc l'action de la conscience collective sur notre matrice, c'est que l'éveil de la conscience permet petit à petit de modifier notre futur et par conséquence notre présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on arrive à modifier notre réalité, c'est grâce aux conséquences immédiates dans le futur de nos actions dans le présent. C'est aussi grâce à l'action immédiate de notre pensée dans le futur. C'est-à-dire que les choses commencent toujours par la pensée dans le futur et finissent toujours par se traduire par des actes dans le présent. Et inversement, le fait de faire des actes dans le présent, volontaires, aide au fait que des nouveaux potentiels futurs adviennent pour ensuite amplifier le mouvement. C'est-à-dire que c'est à double sens. Le présent influe sur le futur grâce à nos actes et le futur influe sur le présent grâce à nos pensées. Il existe également un grand scientifique, académicien, qui a été raillé, puis conspué et à la fin validé. Je fais référence à Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui a mis en exergue l'existence des exoplanètes à l'époque et qui récemment nous a parlé du principe de multidimensionnalité. Inutile de dire qu'il a eu à nouveau le droit à des moqueries suite à ça. On pourra néanmoins lui accorder un certain sérieux, car son travail est exhaustif, notamment sur le principe et la théorie du dédoublement de l'espace et du temps. Philippe, ces résultats rejoignent les tiens, si je ne m'abuse. Peut-être, mais moi j'ai jamais compris la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ah, d'accord, ok, donc je me suis complètement trompé. On m'en a souvent parlé, mais au niveau de la physique, je vois, enfin, ce que dit Jean-Pierre Garnier-Mallet est très intéressant, je l'ai écouté quelques fois, au niveau de sa conception du futur, etc. Après, j'ai jamais compris cette histoire de dédoublement du temps. À moins qu'il veuille parler du multivers, mais bon, il parle en pas fait, vraiment du multivers. c'est une théorie qui parle de l'infiniment petit, de l'infiniment grand et des influences par le phénomène de dédoublement. Donc, il parle d'un double temporel permanent. Moi, ça me renvoie à la multidimensionnalité. Oui, ça me fait penser un encore. petit peu à ce que tu dis aussi. Hein. C'est-à-dire, sur sa théorie, Jean-Pierre Garnier-Mallet, il est sur le double temporel. Donc, la version de moi plus tard dans le futur. Il y a une résonance, effectivement, avec ce que je dis, puisque moi, je parle, mais bon, moi, je parle pas de double dans le futur, je parle du soi, mais en référence au soi de Jung, c'est-à-dire que je pense que nous avons un soi qui est notre identité concernant notre incarnation présente et qui est en fait juste une manifestation de notre âme, et que donc nous avons essentiellement une âme qui a de multiples vies et que ces vies peuvent se dérouler dans le futur, tout comme dans le passé. Alors est-ce que le double du futur, c'est l'une des manifestations de notre soi dans le futur, ou est-ce que c'est le soi lui-même, de notre âme dans le futur, ou est-ce que c'est le soi lui-même? Je ne sais pas, mais il y a des analogies à faire, c'est certain. Mais parler de double,
Je le comprendrais plutôt par rapport à l'univers conjugué. Il y aurait un univers jumeau qu'on appelle miroir ou qu'on appelle conjugué ou qu'on appelle autre versant de notre univers qui doublerait notre réalité. Et du coup, il y aurait une autre réalité où résiderait notre âme. Bon, ben ça, c'est une conception ancestrale. Parler de double, c'est une façon peut-être plus moderne de parler de ça. Et de toute façon, moi, je m'y rallie. Mais dire que la physique, je ne vois pas de double dans la physique. L'intrication quantique, peut-être? Non, on peut être intriqué à d'autres vies, d'autres personnes, mais ce ne sont pas des doubles de nous-mêmes. Mais je veux pas critiquer Jean-Pierre Garnier-Mallet qui dit des choses très intéressantes. Simplement, je n'ai jamais vu le lien entre ça et la physique. Et je ne remets pas en question ce qu'il dit, mais je ne vois pas le lien avec la physique. Voilà. Moi, je suis physicien. Ma théorie, je l'ai publiée dans des revues à comité de lecture. Ma théorie sur la flexibilité de l'espace-temps. La publication de Garnier-Mallet, je l'ai vue. C'est une publication intéressante qui parle de la configuration des planètes dans le système solaire. Je vois pas le lien avec la conscience et avec l'évolution de l'espace-temps. Dans chacune de tes interventions, justement, on peut ressentir assez aisément une envie sous-jacente de ta part à vouloir changer non pas l'opinion publique, mais bel et bien l'opinion scientifique. N'a-t-on pas ici à faire une sorte de cause perdue lorsqu'on voit notamment à quel point les laboratoires de recherche sont inféodés à de puissantes corporations? Je prends pour exemple la période du coco, durant laquelle on a pu apercevoir toutes sortes d'aberrations établies comme des vérités scientifiques. Oui, mais bon... Il n'y a pas d'inquiétude là, puisque depuis 2020, tout ce système est en train de s'effondrer, donc toutes les cartes seront rebattues, ça va prendre du temps. On avait compris depuis longtemps que la science est aux mains des multinationales. Enfin, moi, je l'ai vécu, non pas à mes dépens, parce que j'étais plutôt créateur d'entreprise, mais j'avais même ressenti ça quand j'étais créateur d'entreprise. Mais j'ai vécu le fait que la science est passée aux mains des multinationales et que la recherche aujourd'hui, elle est téléguidée, téléportée, téléchargée depuis des instances dirigeantes européennes ou mondialistes. Oui, puis c'est intéressant parce que là, Tamara, on a toute une cargaison de chamallows avec la vision de Philippe, notamment dans Le Futur Lumineux, où tu mettais en exergue le cas du coco, justement, et en disant que c'était une très bonne nouvelle, les amis, parce qu'on a évité le soft power, on a eu une prise de conscience décuplée, voire complètement multiplié, et ça nous a permis de nous émanciper en fait d'un programme encore plus long qui aurait été encore plus fastidieux. C'est ça. Alors certains parlent, Philippe, d'une réémergence d'un virus éventuellement là pendant les JO. Il y a toutes sortes de théories qui sont entrevues sur la toile. Est-ce que tu penses qu'on en est sorti de ce fatras complètement? Oui. C'est-à-dire que si ça ressurgit, ça sera pas crédible. Donc ouais. Je vois pas comment... Il y a eu une énorme erreur qui a été faite par nos élites dirigeantes, ou les élites dirigeantes de nos élites dirigeantes, à travers le coco, comme vous dites, où il y a eu une accumulation d'horreur, de choses invraisemblables et d'horreurs qu'on a vécues et qui correspondent à vouloir, envers et contre tout, imposer une stratégie qui était perdue d'avance. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça remue des horreurs d'ailleurs. La guerre en Ukraine en est une suite. Il faut se réjouir du fait que la partie soit perdue d'avance par ces élites qui malheureusement sont celles qui nous dirigent. Mais justement, c'est un bien parce que du coup, ça va nous permettre de réagir les premiers. Les résidents des BRICS, les Russes, les Chinois, vont pas avoir spécialement de raison de réagir à une géopolitique puisqu'elle n'est pas en train de leur nuire. Au contraire, c'est nous, Occidentaux, qui avons la responsabilité de réagir face à ces erreurs. Hein. Donc c'est un bienfait. Parce que je le vois bien à travers le public massif que je rencontre lors de mes conférences, je le vois bien à travers le succès de mes vidéos, je vois bien que beaucoup de gens, pas tout le monde évidemment, mais a compris ce qui se trame et que tout le monde est déjà en train de planter les germes d'un nouveau monde. C'est exactement ça qu'il faut faire.
on va réussir à passer à travers cette infamie. Évidemment qu'on va réussir. Là, la question, c'est pas tant si nous, on va réussir ou pas à passer à travers en plantant les germes du nouveau monde. La question, c'est de savoir si les crimes contre l'humanité qui ont été proférés par finalement toutes les instances dirigeantes de ce monde avec leurs médias complices vont être payés par eux ou pas. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est clair que eux savent qu'ils vont devoir payer ça parce que eux ont compris. Même si nous on n'a pas compris, eux ils ont compris leur erreur et donc voilà, ils essayent de se débattre en nous faisant croire que mais non, il s'est rien passé. Ça va même au-delà. Certains te diraient très optimistes. On a l'application de l'article 40 qui entre en vigueur. On a l'Union européenne qui récemment a interdit aux victimes du coco de faire des déclarations ou de dire quoi que ce soit sur le sujet. Le point commun de tout ça, c'est quand même d'instiller la peur. Et Philippe, tu décrivais aussi la peur comme étant un inhibiteur de l'âme. Ben, évidemment, c'est-à-dire que... Mais c'est pas seulement la peur, c'est aussi la lutte, c'est aussi... l'envie de s'insurger contre tout ça. Il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas s'insurger. En tout cas, on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Hein. Donc, si on fait le constat qu'on ne peut pas faire certaines choses, ce n'est pas la peine ni d'en avoir peur, ni de lutter contre, ni ceci, ni cela. Il faut bien comprendre que la pensée sera bien plus efficace à ce niveau-là que l'action. Il y a deux moyens d'influer sur la réalité. Lorsqu'on ne peut pas influer par l'action, on peut en tout cas influer par la pensée. Et la meilleure façon d'ailleurs de faire valoir nos pensées, c'est d'agir nous-mêmes pour montrer qu'on pense différemment. Voilà. Et donc surtout le principal, c'est de conserver ce qu'on appelle un niveau vibratoire, c'est-à-dire de conserver une confiance, une foi dans l'avenir, qui va permettre à ces germes de nouveau monde de subsister dans le futur. C'est ça le principal. Si on passe son temps à avoir peur, à lutter contre la menace que le transhumanisme, l'idéologie transhumaniste réussissent à percer, ou la menace que toutes ces mesures complètement délirantes réussissent à prendre forme, ben, on est en train de travailler pour elles. Ça veut dire que la réponse à tout ça, c'est la joie ? La réponse, c'est d'acter le fait que la partie est perdue pour... Ben oui, c'est la joie, c'est d'acter, parce que moi, ça me rend joyeux. D'acter le fait que la partie est perdue pour les acteurs de l'ancien monde, les dirigeants du monde actuel, les politiques actuelles, qu'elles viennent de toutes les institutions, qui viennent de toutes les institutions. Les institutions, ce sont des monstres qui ont une certaine inertie, hein, donc... tu ne peux pas empêcher les institutions de fonctionner parce qu'elles ont fait des erreurs. Donc ces institutions vont continuer de fonctionner parce que la justice n'est pas en mesure d'absorber la quantité phénoménale d'actions en justice qu'il faut faire pour faire payer tout ça. Bon, je ne crois même pas que tout ça se sera payé. Il faut laisser tomber cette matrice de l'ancien monde qui a son inertie et comprendre qu'elle ne va pas s'arrêter comme ça, arrêter de penser qu'on est capable de la faire s'arrêter d'un coup comme ça, et construire les germes du nouveau monde que ça nous invite à réaliser, tout simplement. Moi, j'ai ce plaisir-là, je ressens cette joie-là de participer à ça. On a conservé toute la liberté qu'il nous faut faut arrêter de se plaindre du fait qu'on ne sera pas libre dans un monde futur qui est complètement imaginaire. On est libre maintenant pour construire les germes du nouveau monde. Effectivement, si on ne fait rien, on finira par plus être libre. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Donc il faut arrêter cette sidération, parce que quelque part, cette sidération, elle hallucine. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement sidéré que vous avez envie de rien faire, juste d'assister regardez la télé, regardez ce qui se passe. On est prostré. Il n'y a même plus besoin de regarder Netflix, de regarder des films de science-fiction. La science-fiction, elle est devant nous. Ouais, mais c'est la dystopie la plus totale qui est déjà en action, effectivement. Voilà, ça crée une sorte de
de fascination, mais il faut faire attention à ne pas se laisser avoir par ça, quoi. Oui, et je te mentionnais le mot joie parce qu'il me semble que c'est un ingrédient indispensable à la création, au fait d'être créatif. Oui, Donc justement, pour pouvoir passer à l'action dans des oui, vibrations qui permettent de la création, on rajoute l'ingrédient joie, si j'ai bien suivi tes différentes interventions. oui, sauf que la joie, ça ne s'invente pas, et que la joie, pour la ressentir, il faut se déconditionner. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber, il faut lâcher, il faut sortir de cette matrice, se déconditionner, lâcher prise, avoir confiance, se détacher de nos contraintes, aller dans la nature, faire de la randonnée, etc., se reconstruire avec des choses basiques, si besoin. Et la joie vient tout naturellement. Et à ce moment-là, ça permet de faire venir la foi qui est un germe du nouveau monde. La foi dans la possibilité de créer une autre société. Petit à petit, ça va venir au cours des décennies, mais il y a ceux qui vont le vivre dès maintenant, comme moi, et puis il y a ceux qui vont mettre plusieurs décennies à le vivre, et puis il y a ceux qui vont mettre seulement quelques années. Mais ça se prépare dès maintenant. On repart un petit peu se percher dans l'espace. Les passages interdimensionnels, s'ils étaient non pas mis sous le tapis, mais plutôt étudiés comme il se doit, ne donneraient-ils pas lieu à des avancées scientifiques monstrueuses? Je fais cette fois-ci référence à ton savoir sur la matière noire, sur les trous noirs, autrement dit les trous de verre, sur cette capacité de communication et d'interaction entre un point A et un point B dans l'univers à des distances pharaoniques. Pourquoi relaye-t-on forcément cela à de la science-fiction? Et d'ailleurs, le mot fiction n'est-il pas en trop dans cette phrase? Oui, de toute façon, la science-fiction est juste une science qui n'est pas encore devenue science, mais qui est promise à le devenir. Pas toutes, hein, bien sûr, puisqu'il y a des science-fiction irréalistes. En tout cas, en ce qui concerne les trous de verre, il y a une évolution intéressante en physique à l'heure actuelle, à la fois au niveau de la cosmologie et au niveau de la mécanique quantique. Au niveau de la mécanique quantique, on s'est rendu compte de l'équivalence entre intrication et trou de verre. Alors évidemment, c'est dans l'infiniment petit. Et au niveau de la cosmologie, on s'est rendu compte du fait que les trous noirs pourraient accéder soit dans le futur par le biais de trous blancs, soit à d'autres trous noirs par le biais de trous de verre. Pas dans tous les cas, mais ça fait notamment intervenir le principe holographique et le fait que où on peut avoir deux surfaces horizon de notre univers qui pourraient être intriquées par le biais de trous noirs reliés par des trous de verre ou par le biais d'un trou de verre qui pour l'instant est une vue de l'esprit en vortex, mais mathématiquement on est en train de se diriger vers ça. Et donc, ça veut dire que, et en plus, on parle aujourd'hui d'holographie quantique qui pourrait permettre de transférer des informations à l'échelle quantique par l'intermédiaire de trous de verre, ce qui normalement n'est pas possible parce qu'un trou de verre ne peut pas transférer de l'information. Sauf que, en cosmologie, lorsqu'on parle de trous noirs associés à des trous de verre, là, on a bel et bien un transfert d'informations puisque l'information qui se trouve sur un trou noir d'un côté se retrouve intriqué avec l'information de l'autre côté, et qu'on parle en plus de transfert d'informations dans un trou noir qui se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, tout ça, que je vulgarise très mal, Non, on arrive à suivre. m'invite à... Parce que j'ai le point de vue que j'ai, parce que j'ai compris qu'il faut différencier la matrice de la conscience et qu'il faut différencier donc l'espace-temps construit par la conscience d'une conscience individuelle, parce que j'ai compris qu'un trou noir ou un trou de verre au niveau cosmologique est quelque chose qui demande une immense quantité d'énergie qui est totalement irréaliste à concevoir comme pouvant faire l'objet d'une technologie. Mais que j'ai compris que si on considère la conscience elle-même, il n'y a aucun problème pour imaginer un trou de verre qui puisse relier une conscience d'une autre conscience, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'une immense quantité d'énergie, puisque cette immense quantité d'énergie provient de la mise en commun de myriades de consciences. Je vous la fais courte. Et donc du coup, j'ai compris, ou j'ai extrapolé, ou j'ai compris, enfin en tout cas j'en suis quasiment persuadé,
que la conscience a la propriété de se relier à d'autres consciences, ou en tout cas à d'autres sources d'information, par le biais de ce qu'on appelle des trous de verre, mais pas au sens physique du terme, mais au sens de la conscience individuelle, où il n'y a pas de problème, parce que là, on n'est pas dans un espace, mais on est dans une intrication directe, sans qu'il y ait besoin d'énergie, et que tout ceci doit se modéliser mathématiquement par les ondes de torsion qui permettent de relier les deux points de l'espace en question, où la conscience est reliée à cette source d'information, où les deux consciences sont reliées, parce que les ondes de torsion sont les seules ondes qui permettent de ne pas perdre de l'énergie avec la distance, parce qu'elles fabriquent une espèce de fil de liaison avec un seul point de l'univers et non pas avec tous les points de l'univers. Alors que les ondes traditionnelles, les ondes habituelles, perdent leur énergie en étant propagées et cerise sur le gâteau, avec les ondes de torsion, il n'y a pas de problème de vitesse de propagation, c'est instantané, donc ça dépasse la vitesse de la lumière. Et c'est la raison pour laquelle, parce que vous mentionniez au départ les ondes scalaires, c'est la raison pour laquelle il y a eu tout ce charabia, enfin, pas ce délire, mais tout ce fantasme autour des ondes scalaires mal nommées, et qu'il y a du vrai là-dedans. Voilà. Il y a du vrai là-dedans, mais je le répète, il faut faire attention. Moi, j'arrive à concevoir, mais c'est du point de vue théorique, et je ne suis pas en mesure de concevoir un appareillage qui, du point de vue pratique, mettrait ça en œuvre pour faire de la thérapie, par exemple. Mais simplement, j'ai l'esprit assez ouvert pour envisager que cela puisse avoir été réalisé, au moins partiellement. Mais méfiance. Voilà, il faut juste faire attention. Pour autant, donc tu repousses un petit peu les frontières en termes d'espace, mais aussi en termes de temps, on l'a dit. Et si je m'abuse, là en ce moment, tu es en train de lancer une nouvelle expérience, si on peut dire grandeur nature, en ce qui concerne les synchronicités. Donc avec une superbe question que je m'en vais te poser. L'univers peut-il prévoir d'avance une réponse à une question que nous allons nous poser dans le futur? C'est quoi ce grand test? C'est parce que je me suis aperçu, mais bon, je le savais déjà, mais il faut toujours un temps de maturation, que les réponses aux questions, l'intervention de la conscience dans la réalité, tout ça, c'est quelque chose qui doit être conçu hors du temps, c'est-à-dire indépendamment de la causalité temporelle. D'accord? C'est-à-dire que le fait que le passé et le futur soient reliés par la causalité, et donc, il faut absolument que ceci se produise avant que cela se produise. C'est quelque chose qui est très relatif, qui est vrai dans certains cas, mais qui n'est pas une généralité. Et en tout cas, pour tout ce qui concerne la conscience, n'a pas lieu. C'est-à-dire que lorsque la conscience intervient dans la causalité devient atemporelle. Ce qui est conscientisé dans le futur peut avoir une influence sur ce qui est conscientisé dans le passé ou dans le présent, et inversement. Tout ça n'a aucune... La conscience ne fait pas l'objet du temps. La conscience ne subit pas le passage du temps. Le cerveau subit le passage du temps, le cerveau crée même le temps, mais pas la conscience. Il y a une partie de notre conscience qui est délocalisée, celle qu'il est important justement à laquelle il est important de se relier si on veut capter de l'information extérieure à l'espace-temps, si on veut capter notre soi. Et donc, c'est ce qui permet de concevoir ces expériences. C'est-à-dire que le fait qu'il soit acté, il soit rendu clair qu'une personne va recevoir une réponse dans un futur dont elle va penser dans ce futur que c'est une réponse à une question qu'elle s'est posée dans le passé, va faire qu'elle va se poser dans le passé de ce moment-là cette question. D'accord ? Et donc, les deux vont se produire en même temps, si on peut dire, et il va se créer une possibilité d'émergence de la solution à une problématique qui existait encore avant cela, c'est-à-dire dans le présent. Parce que là, on est en train d'inviter les personnes qui se prêtent à cette expérience
a participé à une opération en 3 temps. Le temps présent dans lequel elle décide de participer à cette opération pour telle raison. Le temps dans le futur où elles vont recevoir la réponse à une question qui a priori reste indéterminée. Et le temps dans un passé plus récent, et donc dans le futur du présent bien sûr, où la question va obligatoirement émerger en conséquence de la problématique qui a fait qu'elles se sont inscrites à l'expérience, et la réponse à cette question qui, bien entendu, va dépendre de la question qui va émerger de la problématique. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, je vais me réécouter l'explication. Je vais la réécouter l'explication, mais c'est assez bluffant parce que tu inclus les technologies modernes, donc un système de SMS, texto. Oui, parce que je les ai testés. Parce que ça fait 10 ans que j'ai testé ces générateurs quantiques de nombres aléatoires que j'ai utilisé au départ d'un point de vue très matériel, puisque j'avais acheté plusieurs cartes électroniques de cette société id Quantique qui est située à Genève et qui a été créée par Nicolas Gisin, qui est l'inventeur de la cryptographie quantique, qui est un physicien tout à fait respecté au niveau du quantique, on va dire, qui a fait des expériences clés dans le domaine de la mécanique quantique, avec Antoine Suarez, que je connais bien. Et plus récemment, sans avoir besoin d'utiliser ces cartes électroniques, il se trouve que l'Université de Genève propose un serveur qui permet de recevoir directement dans son logiciel, bien sûr, sur demande, ces nombres aléatoires. Si je te dis Projet Kaamelott, Kerry Cassidy, Bill Ryan. Oui, ça me dit quelque chose. Bon, mais ça après, il y a à boire et à manger, j'imagine. Parce qu'on parle justement de mise en application, on revient sur cette fameuse science-fiction, mais on a des intervenants qui témoignent comme ayant été sous couverture, notamment aux USA, dans des programmes spatiaux secrets, dans des organisations plutôt opaques, et qui parlent justement de technologies en vigueur, mais via lesquelles on n'a aucune information. Est-ce que tu penses, par exemple, quand on parle de jump room dans les films, pour vous la faire courte, on parle de Stargate, entre guillemets. Est-ce que tu penses que toutes ces choses-là a trait à un pur fantasme, ou est-ce qu'il y a peut-être une part de réalité envisageable ? Non, il y a une part de réalité envisageable dans les Stargate, dans les portails, bien sûr. Parce que là, on parle de téléportation physique. Oui, ben ça c'est évident. Pour moi, c'est clair que si ça n'existe pas déjà, ça existera. Il n'y a aucun doute là-dessus. À plus ou moins moyen, court terme, long terme ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est de la science-fiction qui deviendra science, si ce n'est pas déjà de la science. De toute façon, c'est déjà de la... En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que s'il n'y avait pas les ovnis, j'aurais continué à douter. Mais comme il y a les ovnis qu'il fallait bien expliquer, qui maintenant sont reconnus officiellement comme étant des phénomènes réels qui, en plus, déploient une technologie dont il est même envisagé qu'elle pourrait être la nôtre, qu'il s'agisse des Russes ou des Chinois ou des Américains. Il n'y a plus aucun doute. Et puis, comme je pense avoir compris la technologie qui permet aux ovnis de se manifester tels qu'on les voit, pour moi, il n'y a plus aucun doute que les portails sont réels, si ce n'est en passe de devenir réels. Il faut s'y faire. Mais tu en parles aussi, enfin, c'est scientifiquement prouvé, oui, quelque part. Tu parles des trous noirs, tu dis qu'on a souvent aussi cette idée de spaghettisation, de dislocation, de putréfaction des corps physiques, si on entrait dedans, tout simplement, mais que c'est un mythe, c'est faux, et tu entrevois ça comme des passages interdimensionnels. Oui. Interdimensionnel, le mot est un peu pas hyper adapté. En fait, moi, mon questionnement au sujet des trous noirs vient du fait qu'on a d'un côté les physiciens quantiques qui décrivent la réalité d'une certaine manière, et d'autre côté les physiciens classiques qui la décrivent de manière complètement différente. Et on a beaucoup de mal à concilier deux, surtout dans le domaine des trous noirs, où là, il est impensable de remettre en question le modèle du trou noir lorsqu'on passe son horizon. C'est-à-dire que lorsqu'on passe l'horizon du trou noir, il est de manière... ça fait des décennies qu'on a fait les calculs, et lorsqu'on passe... on a fait des calculs qui ne sont pas basés sur la quantique, lorsqu'on fait des calculs pour savoir ce qui se passe lorsqu'on passe l'horizon d'un trou noir, on n'utilise que
la relativité générale. Et donc, on en déduit tout un tas de choses, dont le phénomène de spaghettification qui fait que, alors, OK, on a compris que lorsqu'on pénètre un trou noir, il n'y a pas de compression du corps relatif, que c'est l'espace qui est comprimé, mais c'est que ça n'implique pas une compression du corps. Bon, ça, c'est bien qu'on ait compris ça. Non, parce qu'il y en a qui... Mais il subsiste l'argument, il a subsisté l'argument comme quoi on était spaghettifié, c'est-à-dire que si on arrive comme ça les pieds devant, ben les pieds, comme ils subissent une accélération, enfin une gravité beaucoup plus importante que la tête, et ben on se retrouve étiré en spaghetti, mais jusqu'à... Ce qui fait qu'on ne peut pas survivre à la pénétration dans un trou noir, d'accord ? Et puis, il y a eu des publications, en plus, qui ont fait que... Enfin, non, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Enfin, tout ça, ça a été admis. Puis, vous savez, en physique, comment ça se passe ? C'est l'habitude qui crée les façons de penser. Et quand petit à petit la quantique est venue remettre en question au départ ce qui se passe au niveau de la singularité, parce qu'il y a l'horizon du trou noir et puis il y a la singularité, c'est-à-dire le point central du trou noir, au bout duquel, alors là, même la physique classique ne sait pas ce qui se passe. Sauf que la physique quantique, là, est capable de dire attention, parce que là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien, donc les choses sont complètement différentes. Et là, il y a Carlo Rovelli qui a essayé d'imaginer autre chose. Il a écrit un bouquin récemment qui s'appelle Trou blanc, où il explique un scénario complètement différent de ce qui est décrit d'ailleurs depuis des lustres. Mais tout ça sans même prendre en compte le phénomène de décohérence. Alors, moi, j'ai compris que les ovnis arrivaient à contrer le phénomène de décohérence. Le phénomène de décohérence, c'est ce qui crée la matrice de la réalité. Le phénomène de décohérence, c'est ce qui est à la base de la fabrique de la réalité, c'est-à-dire la fabrique de l'espace et du temps, c'est-à-dire la fabrique de la matrice. Comme il est clair que les ovnis utilisent pour moi cette méthode et que j'ai à peu près compris comment ça marche, du coup, ça me permet de mieux comprendre le phénomène de décohérence et du coup, ça me permet de remettre en question ce que les physiciens pensent sur ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir parce qu'ils ne prennent pas en compte le phénomène de décohérence. En fait, lorsqu'on traverse l'horizon d'un trou noir, l'espace est tellement déformé à ce niveau-là que il y a un problème pour que la lumière reçue par l'objet qui rentre revienne à son envoyeur, enfin, dit de manière très simpliste. Et du coup, c'est ce qui fait que le phénomène de décohérence risque de ne pas avoir lieu ou ou d'être fortement amenuisé, sans compter la dilatation du temps d'ailleurs, lorsqu'on passe un trou noir. Et c'est ce qui fait que finalement, contrairement à ce que pensent les physiciens, un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers, c'est-à-dire vers une autre branche de notre univers. Voilà. Ou vers un autre point de notre espace-temps. Parce qu'il y a deux possibilités, soit c'est un portail vers le passé, soit c'est un portail vers le futur. Voilà. On sait que de toute façon, c'est un portail vers le futur du trou noir en question. Mais les scénaristes hollywoodiens, ils en sont conscients. Je veux dire, moi, je reprends encore, Tamara, l'exemple du film de Christopher Nolan, Interstellar. Bah oui, mais non, ils en sont pas conscients parce que ils ont inventé un trou de verre impossible, complètement irréaliste pour aller de la planète Saturne aux abords de l'horizon de ce trou noir. N'importe quoi. Et ils ont inventé un trou noir dont ils ont dit qu'il était obligatoirement immense pour pouvoir accueillir notre héros, qui n'en subit pas moins des vibrations pas possibles, avant de se retrouver dans une réalité décrite comme matérielle, alors que, bon, évidemment, elle n'est pas matérielle,
Et tu dépeins un tableau assez négatif parce qu'il se retrouve dans une autre dimension. Je crois, dans le futur, il fait une jonction entre le futur, le présent et le passé. Oui, non, mais je ne nie pas le fait qu'il y a des idées intéressantes, notamment le fait que le trou noir puisse être un portail, entre guillemets, vers l'Akasha, c'est-à-dire la bibliothèque universelle de l'espace-temps, et le fait que ça nous emmène vers le futur. Voilà, bon, ok. Et que, par contre, on ne sait pas comment il revient, le gars. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est un film grand public, il faut faire quelques impairs avec le réalisme. Ah oui. Mais non, mais il est intéressant. Hein, quel beau film. Ouais. Oh, bah après, c'est très subjectif, mais moi, j'ai trouvé ce film exceptionnel. Alors, tu as cité le mot Akasha, donc les mémoires, les archives akashiques, les annales akashiques. Est-ce que pour toi, c'est un espace éthérique, géographiquement situé à un endroit ou totalement immatériel C'est l'espace-temps de la conscience, parce qu'il n'y a rien que la conscience. Hein. La matière, c'est de la conscience, même si elle est cristallisée. Et donc, on a le droit de le concevoir de multiples manières, et pourquoi pas de le concevoir comme une bibliothèque qui mémorise toutes les histoires vécues dans le passé et toutes les histoires vécues dans le futur. Pourquoi pas? Après, la manière dont on utilise cet akasha, là... C'est au libre arbitre de chacun. Oui, puisqu'on parlait de films, là, c'est vraiment juste un petit kiff perso. Est-ce que tu connais Star Wars? Oui, enfin, j'ai pas regardé toutes les... Un peu. Tu connais peut-être cette appellation que la force soit avec toi. Oui. Et du coup, je voulais te poser la question, à qui de mieux qu'à toi, je peux te demander, ça veut dire quoi la force? C'est quoi la force avec ta définition à toi? La force, c'est la conscience, c'est l'intention, mais c'est la pureté, c'est la pureté de l'intention, parce que dans un monde conditionné par l'ego, le mental, etc., on n'est pas capable de la déployer. Et la force, ça vient de la lumière de l'intention authentique qui nous vient du soi et que l'on conserve en nous sous forme de foi, et c'est ça la force. C'est la foi est capable de faire des miracles, elle est capable de remuer les montagnes, c'est bien connu, et c'est vrai. Ça fait une belle transition avec une question que j'avais en stock. As-tu pu établir jusqu'ici des corrélations sérieuses entre la science et certains écrits sacrés et ou religieux? Je fais que ça. Bien sûr. Mais je ne peux pas donner dans le détail quels sont ces écrits, parce que moi, ma méthode de lecture, c'est pas une méthode qui consiste à prendre les références et à les écrire, etc. Non, d'autant plus que lorsque je lis, dès que je rencontre quelque chose d'intéressant, je m'empresse de l'oublier. Donc, je risque pas de me souvenir des références qui m'ont permis des prises de conscience. Et le caractère eschatologique de la période dans laquelle on vit en ce moment, est-ce que toi, tu le rejoins? Complètement. On est dans une période d'effondrement qui correspond à une apocalypse, c'est-à-dire à des révélations. On est en plein dedans. Et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. L'ère du Verseau, elle est déjà là? Alors, j'ai essayé de voir à quoi ça pouvait correspondre. Le seul truc tangible que j'ai trouvé, c'est que la planète Pluton rentre dans le signe du Verseau. Mais bon, il y en a qui diraient que les signes, ça ne veut rien dire, que c'est une division artificielle en 12 parties du zodiaque, et que le zodiaque, ça ne représente pas les constellations. Oui, c'est vrai, mais sauf que on s'en fout. On ne cherche pas à représenter les constellations. On cherche à représenter une sorte de configuration géométrique de la réalité. Et si on veut représenter la géométrie de la réalité, les 12 divisions du zodiaque, il est normal de les faire commencer au point vernal. Et donc, c'est correct. Et donc, le fait que le planète Pluton rentre cette année exactement dans le signe du Verseau et qu'elle y est pour au moins 20 ans et plus, et que il faut signaler le fait qu'il y ait eu des configurations planétaires absolument exceptionnelles sur le plan astronomique dans les années qui viennent juste de précéder, et dont je parle dans Le Grand Virage, font de la période actuelle, sur le plan astronomique,
et non pas astrologique, une période exceptionnelle. Tu t'es intéressé aux travaux de Nostradamus ? Pas spécialement, mais je pense pas que Nostradamus ait prévu quoi que ce soit vraiment concernant la période actuelle. Enfin, j'entends dire des choses, et bon. Ouais. Alors, moi je suis un geek aussi un petit peu, et je voulais te la poser cette question. Est-ce que tu vois l'avènement de l'IA et la finalisation d'un ordinateur quantique comme une dystopie, comme un futur prometteur, ou peut-être une sorte d'entre-deux ? La dystopie ne viendra pas de l'ordinateur quantique ni de l'IA, elle est déjà là sans eux. Hein. La dystopie, elle vient de la mystification. Elle vient de la mystification qui continue à vouloir nous faire croire que la conscience est le produit du cerveau, que l'intelligence artificielle est intelligente, que les ordinateurs quantiques vont pouvoir diriger le monde, héberger la conscience, il y a tout un tas de croyances fausses, évidemment, qui sont entretenues par, on va dire, les mondialistes, ceux qui veulent prendre le pouvoir de la planète pour nous immerger dans leur réalité. Voilà. Mais ils ont perdu, donc on s'en fout. Tu réponds aussi à la question qui suivait. Penses-tu qu'un avenir meilleur passera forcément par une détoxification digitale et numérique, comme le préconisent certains ? Ça va passer par ça, bien sûr. On va se désintoxiquer du digital et du numérique, mais l'intoxication numérique ne fait quand même que commencer. Hein. Tout le monde ne va pas se laisser prendre par ça, mais nos gamins vont devoir le vivre et puis et s'en défaire. Voilà, mais bon, il y en a qui ont déjà commencé. Du coup, on va peut-être rajouter un déconditionnement. Oui, mais bon, de toute façon, comme ils seront malheureux, comme tout ça, ça va engendrer. Nous, notre responsabilité en tant qu'adultes, moi je suis un vieux maintenant, mais pas tout à fait quand même, mais bon. Mais ma responsabilité, c'est de montrer qu'on peut être heureux en construisant un monde basé sur des valeurs humaines. Des choses beaucoup plus simples, des choses qu'on a connues dans le passé, etc. Et que c'est fabuleux. Et que ça ne nous empêche pas, et qu'au contraire, c'est favorable à la connaissance, c'est favorable à tout ce qu'il y a de meilleur, quoi. Alors que les enfants, les gamins, les personnes qui même ont 40 ans, sont encore en train, parce qu'elles sont plus dans le conditionnement sont encore en train d'espérer que via l'ancien monde, elles vont pouvoir réussir quelque chose, etc. Bon, quand elles vont déchanter, c'est bon, parce qu'on aura quand même dessiné et fait germer un nouveau monde. Et donc, elles vont se rallier. Et donc, elles vont laisser tomber les avatars du numérique qui ne vont pas les rendre heureuses. On est loin du compte où le métavers va rendre heureux les gens. On va pas être heureux parce qu'on va se brancher des trucs sur notre cerveau. Non, ça va pas marcher, ça va jamais marcher, ça. Mais là, on est dans un extrême. Est-ce que Internet n'a pas servi à éveiller les consciences, à faire des transferts de connaissances ? Est-ce qu'on pourrait pas garder certaines choses dans le prochain paradigme ? Mais bien sûr que je suis optimiste. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de léthargie qui veut nous amener à basculer dans un monde où il faudra se satisfaire des plaisirs apportés par tout ce qui est artificiel. Bon, il y en a qui ont besoin de vivre ça, il y en aura beaucoup encore qui auront besoin de vivre ça, mais je suis pas en train de dire qu'il faut y aller. Je suis en train de dire qu'on ne pourra pas empêcher le fait que certains, et notamment des enfants, y aillent. Mais que nous, notre responsabilité, c'est de construire un monde complètement différent, où on se sera débarrassé du numérique aliénant et où on utilisera le numérique pour la bonne cause. Parce que la technologie, elle a toujours deux usages, un très aliénant et un très positif. Oui, alors moi, Philippe, je voulais savoir par rapport à ton actualité, notamment par rapport aux années qui vont suivre, est-ce que tu prévois de rester au CNRS, puisque tu y es encore à ce jour ? Ah non, je suis retraité depuis 1 an.
Depuis 1 an. D'accord, j'avais pas cette information. Est-ce que tu entrevois d'autres études, éventuellement aussi peut-être des projets associatifs? On sait que tu as été, pendant la période du Covid, énormément actif, notamment dans ma région. Enfin, on en parlait en off. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose au programme de planifié ou sinon rien de spécial? Alors, concernant mon activité scientifique, je suis toujours sur une publication qui fait un peu la synthèse de tous mes travaux en lien avec mes livres, qui est publiée non plus sur la revue en ligne qui s'appelle Chaos, qui a été reviewée déjà 7 fois, qui a reçu une note moyenne, mais il faut que je réponde aux reviewers pour augmenter la note. Mais enfin bon, déjà c'est quand même une publication. Et dès que j'ai un peu de temps, je vais essayer d'améliorer son score. Concernant mon activité associative, j'ai co-créé une association qui s'appelle Le Futé Lumineux et qui se charge d'organiser chez moi, parce que j'ai un gîte et des espaces, des stages et des randonnées autour de tout ce que je divulgue, et c'est bien parti, hein, ça marche très fort. Et concernant mes conférences, j'ai tellement de demandes que pour l'instant j'essaie de gérer les choses en essayant de préserver un peu ma vie quand même. Donc j'essaie de ne pas avoir à plus que quelques mois d'avance, et donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne planifie plus. Je ne planifie plus ce que je vais faire à long terme. C'est un peu comme si je me laissais guider maintenant. Enfin, d'ailleurs, je me laisse guider par ce qui vient, parce que ce serait ingérable en plus de tout ça, de devoir planifier, ce serait ingérable. Donc, je me laisse guider par ce qui vient, en essayant tant bien que mal de trier, ce qui n'est pas évident. Et puis c'est marrant, tu parles d'espace en pleine nature, c'est un peu là aussi où tu te connectes à ton toi supérieur, où tu vis les plus belles synchronicités, et c'est peut-être ça que tu vas vouloir faire partager aux gens qui vont te rejoindre. Exactement, et ça marche d'enfer, ça. Pas seulement dans les stages que je fais dans la nature, mais aussi les stages que je fais en ville. J'ai amélioré d'ailleurs les méthodes, ce que j'explique, ce que je présente durant mes ateliers. Je fais des ateliers synchro-ville et des ateliers synchro-nature. Et tous les deux marchent très bien. Et ça me prend déjà beaucoup de temps pour les faire organiser, ou les organiser et les faire évoluer. Ça me prend beaucoup de mon énergie. Eh ben encore un grand merci. On se doute bien que tu es sollicité de toutes parts et que tu dois être victime de ton succès quelque part. Donc merci encore d'avoir répondu oui à notre invitation. Merci Tamara pour ta présence. Une excellente continuation. À très bientôt, peut-être sur la saison 3, qui sait. On essaiera de revoir si on peut rééchanger avec toi, parce qu'il y a énormément de questions qu'on aurait encore en stock, mais on n'a pas le temps, hélas, de tout évoquer aujourd'hui. À très bientôt. À bientôt, merci. On vous retrouve sur www.mdecine.com, justement le portail de référencement quantique et holistique. On vous dit à très bientôt, c'est bientôt la fin de la saison, mais il reste encore 2 émissions et bien entendu une émission bonus qu'on peut annoncer dès maintenant cet été avec Cyril de l'Arche du Savoir. On revisitera la genèse du monde, ça sera Il était une fois, pour ceux qui connaissent la série, Il était une fois 2.0. À très bientôt, ciao, bye.